bon, je vous parle un petit peu de l'hypnose humaniste. Alors moi, c'est vrai que moi, j'utilise le mot d'imagination transformatrice pour parler de ce que je fais, parce que je trouve ça plus parlant que le mot d'hypnose humaniste. Cela dit, ma base, elle vient de l'hypnose humaniste parce que quand j'ai commencé à comprendre ce qu'était l'hypnose, parce qu'avant de faire cette formation épouvantable, j'avais regardé un peu les organismes de formation. Et je voyais, alors il y avait l'hypnose classique, il y avait l'hypnose ericksonienne, il y avait la nouvelle hypnose et il y avait l'hypnose humaniste. Et honnêtement, j'étais là à me dire, mais je comprends pas, en fait, je n'arrivais pas à capter la différence entre toutes ces formes d'hypnose, laquelle me convenait, etc. Et du coup, j'ai pris une solution vraiment de facilité, c'est qu'il y avait une hypno de mon coin, enfin dans le Lot, pas loin, qui proposait une semaine de formation à l'hypnose et je me suis dit, youpi! La bonne idée. Bref, enfin oui, c'était la bonne idée parce que c'était le très bon chemin pour moi, mais voilà. Qui était en fait de la lecture de protocoles écrits. Voilà ce que j'ai appris en une semaine. Je l'ai regardé pendant une semaine lire des protocoles. Protocole pour le poids, anneau gastrique virtuel et protocole tabac. Bon, c'était tout à fait passionnant et intéressant. Voilà, bref, ça fait cher le protocole, 1500 balles, mais c'est ainsi. Hein, voilà. Et du coup, une fois que parce que je me suis quand même installée, puisque j'avais grillé mes droits à chômage à l'époque pour payer cette formation, globalement. Donc, il fallait bien se lancer. Donc, j'ai lu, j'ai expérimenté, j'ai fait mes groupes de cobayes et je me suis lancée quand même en me disant au secours, comment je vais faire? Et l'hypnose humaniste, du coup, je suis tombée, en fait, c'est vraiment ça, je suis tombée sur le livre d'Olivier Locker. Le gros, là, qui s'appelle Hypnose, qui balaye tout, l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste, et où là, j'ai vraiment compris la différence, et en lisant la partie sur l'hypnose humaniste, même si c'est un gros pavé qui est assez indigeste quand même, il a une écriture hyper condensée, Olivier Locker, qui n'est pas toujours facile à avaler. Mais malgré tout, en lisant ça, je me suis dit, mais attends, ça là, l'hypnose humaniste, mais en fait, c'est ça me parle vraiment, ça correspond à qui je suis. Parce qu'en auto-hypnose, moi, je connaissais déjà Teresa Robles, il y avait des choses que je faisais intuitivement qui se rapprochaient vraiment de cette approche-là, même si je n'avais pas la partie théorique, on va dire. Donc, cela dit, moi, à mon sens, ça s'appelle hypnose humaniste parce que Olivier Locker, il vient du monde de l'hypnose. Il s'est formé à l'hypnose à un moment donné et puis intuitivement, il a développé de nouveaux outils et du coup, c'est devenu ce qu'il appelle l'hypnose humaniste. Mais je rejoins ce que tu disais, Lucie, en termes de frontières, c'est que c'est comme une approche assez spirituelle. C'est une approche où finalement, dans la symbolique, on sait que l'énergétique est là aussi. Donc, bon, c'est de l'hypnose, oui, il y a un état modifié de conscience, mais enfin, on est en état modifié de conscience dans plein de pratiques. Enfin, je veux dire, quand on est en sophro, on est aussi en état modifié de conscience. Quand on fait une méditation, on est en état modifié de conscience. Donc, les frontières, effectivement, elles sont très vagues. Et je trouvais ça assez réducteur, ce mot d'hypnose, moi, dans ma pratique, où je me dis, mais en fait, n'importe qui peut s'approprier ces outils-là, quelle que soit sa pratique d'origine, et sans qu'il y ait écrit hypnothérapeute sur sa plaque, quoi. C'était dans ce sens-là où l'imagination transformatrice me paraissait plus parlante dans ce qu'on fait vraiment, où on utilise l'imagination pour transformer parce que c'est ça dont il s'agit. Donc Olivier Locker, avec sa compagne Patricia D'Angeli, qui est une psychologue jungienne à la base, ils ont vraiment théorisé l'hypnose humaniste au début des années 2000, donc c'est quand même vraiment récent. Et ça repose vraiment, il y a vraiment une philosophie derrière. C'est pour ça que ça s'appelle humaniste. On est sur les mouvements de pensée humanistes européens de la Renaissance, la philosophie grecque, les théories psychologiques de Jung, et puis il intègre là-dedans la physique quantique. Donc c'est là que le côté énergétique et spirituel, il a vraiment sa place. Ce qui est vraiment différent dans l'hypnose humaniste, c'est qu'il y a un regard vraiment inversé par rapport aux pratiques d'hypnose précédentes. Il n'y a plus du tout la question, on va dire, des suggestions cachées, là, des suggestions indirectes. Il n'y a plus du tout le côté un peu messages subliminaux.
Ce qui fait que moi, ce qui m'intéresse beaucoup et c'est ça qui me parlait beaucoup quand j'ai découvert, cette pratique-là, c'est que notre client, il est au centre de son pouvoir dans ces pratiques-là et moi, ça, c'est vraiment, je pense que ce qui m'anime le plus au monde, c'est de reprendre son pouvoir créateur. Dans toutes mes pratiques, quelles qu'elles soient, et dans ma vie tout court, hein, de mois à mois, il y a vraiment être au cœur de son pouvoir créateur et c'est ça que je trouve vraiment chouette. C'est que là, c'est pas le thérapeute qui utilise, même si c'est pour le bien du client, même si c'est pour aller vers l'objectif fixé par le client, qui va utiliser des procédés un peu cachés pour permettre de faire le switch. Là, on va vraiment impliquer le client dans la démarche pleinement et c'est lui qui fait. Nous, on est à côté. On n'est plus du tout. La posture est vraiment, vraiment différente. Du coup, on va plutôt chercher à mettre en conscience des mécanismes plutôt que de passer uniquement par le biais du subconscient ou de l'inconscient. On ne fait pas à l'insu de la personne, au contraire, on l'implique dans le process de transformation. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, en tant que thérapeute dans notre posture, on est vraiment donc l'accompagnant en termes de guide, au sens de guide, hein, non pas... pas dans une logique de au-dessus, hein, non, parce que des fois dans les guides spirituels, il peut y avoir cette notion-là. Là, c'est vraiment le guide qui est à côté, qui a déjà fait le chemin, hein, qui a déjà marché le chemin, et qui du coup peut accompagner, éclairer le chemin, mais c'est la personne qui décide d'avancer ou pas et qui décide de la direction où elle va. Hein, même si on peut jalonner, ça on va en parler, mais en tout cas, il y a ça. Donc, il y a vraiment, on n'impose jamais rien en hypnose humaniste, et l'autonomie est vraiment privilégiée. Et moi, je trouve que ça, ce sont vraiment des outils. Moi, ce que je remarque, c'est que les personnes que j'accompagne comme ça, ce qui est la grande, grande majorité des personnes que j'accompagne, c'est par ce biais-là, hein, très clairement. Les outils que j'utilise, de toute façon, ils sont issus de ça, on en reparlera, en dehors de ceux dont on va parler aujourd'hui. Ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment... La posture de notre client va changer aussi. C'est-à-dire que la personne ne vient plus seulement attendre une solution qu'on pourrait lui apporter, mais vraiment, il y a une prise de conscience de sa capacité à transformer son propre regard et à agir sur sa perception des choses. Et moi, ça, je trouve que c'est vraiment... enfin, moi, c'est vraiment... S'il y a un message que j'ai envie de faire passer dans ce monde, hein, si tant est que j'ai un message à faire passer, moi, c'est vraiment là-dessus, quoi, hein, c'est notre pouvoir et du coup, notre capacité à transformer nos perceptions. Ce qui fait que du coup, la personne qu'on accompagne, donc l'hypnotisé, entre guillemets, accède à son inconscient en toute conscience. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette capacité à aller regarder des choses qu'on ne va pas forcément comprendre. On sort du mental dans le sens où on est vraiment dans la symbolique, hein, on va travailler avec la symbolique tout le temps en hypnose humaniste, hein, on va en reparler aussi. Mais ça n'empêche qu'on le fait en toute conscience. La personne, elle reste avec nous, elle est là, elle est encore plus présente qu'elle ne l'a jamais été. D'accord ? Et du coup, il y a aussi une prise en compte vraiment globale de la personne. On est dans une approche holistique où corps, esprit et croyance, tout va être pris en considération. On n'est plus sur le symptôme, hein, qu'on peut traiter en ericksonien, où il y a une phobie, machin, je sais pas quoi, il y a un truc, et on va traiter ça, pouf. On va sur la tâche là, qui est là, mais on ne prend pas en compte le tout. Alors que là, dans l'hypnose humaniste, il y a vraiment la prise en considération globale, et moi, c'est ce que je trouve vraiment passionnant là-dedans et intéressant en termes de transformation, je dirais plus profonde. Moi, je trouve que c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les transformations, l'hypnose ericksonienne peut être extrêmement efficace. Hein. Il m'arrive vraiment d'utiliser, hein, mais je trouve que là, on va vraiment plus loin. Moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans cette démarche-là. Pour Olivier Locker, il y a vraiment la dimension spirituelle où elle va se situer, même si on ne va pas forcément en parler énormément dans la mesure où moi je me dis les croyances de chacun c'est ok, et y compris les clients qu'on accompagne, ils n'ont pas besoin d'adhérer à une croyance en la théorie de l'hypnose humaniste, on s'en fout en fait. Enfin moi je m'en fous personnellement. J'ai à convaincre personne, chacun croit ce qu'il veut, mais simplement pour vous dire un peu, pour Olivier Locker, il considère que l'hypnose humaniste
ça consiste à emmener la personne vers une sorte de super connexion. C'est-à-dire que lui, il fait une différence entre la conscience avec un petit c, être en conscience, et l'accès à la conscience avec un grand C. C'est-à-dire que pour lui, il y a vraiment cette dimension, cette super connexion, c'est connecté à la conscience, j'allais dire, universelle. Hein, donc, il y a vraiment cette dimension spirituelle là-dedans. Et du coup, il y a cette notion d'être plus éveillé qu'à l'ordinaire, davantage conscient de ce qui l'entoure. Là, on se rapproche aussi de la méditation de pleine conscience. Hein, donc, c'est là que les frontières, elles sont vraiment très mouvantes. Lui, d'ailleurs, cet état de modifié de conscience, le MC qu'on nomme habituellement en hypnose humaniste, il le nomme état de conscience augmenté. D'accord? Bon, après, je vous dirais, voilà, ça c'est la théorie, c'est l'approche philosophique qu'il y a derrière, c'est intéressant de le savoir, mais je vous dis, moi, après, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance de comprendre et d'y attacher forcément une théorie que notre mental peut décortiquer, machin, tout ça. Moi, ce que je constate, c'est que ça fonctionne. En plus, ça va très bien avec mes croyances, donc c'est parfait. Hein. Quand c'est congruent, c'est quand même mieux. Mais je dirais qu'après, on peut y mettre tellement d'ingrédients différents dans nos propres croyances et dans notre façon d'expliciter le comment ça fonctionne. Je dirais presque peu importe. Pourquoi peu importe aussi? Parce que d'un point de vue purement, j'allais dire, scientifique de base, hein, hors quantique, ce qu'on sait de toute façon, ce qui a été vérifié par tout un tas d'études, c'est que notre cerveau ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et la réalité. Donc à partir de là, à partir du moment où notre cerveau ne fait pas de distinction entre l'imaginaire et la réalité, quand je résous dans l'imaginaire, eh bien, je crée de nouvelles connexions neuronales qui me permettent de résoudre dans la réalité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expérience qui avait été faite, que je trouve tout à fait passionnante, qui est très parlante pour les gens, pour le coup. Parce que ça les bluffe, parce que ça se traduit dans le corps. J'ai la référence quelque part, mais je ne l'ai pas notée, enfin, parce que je ne l'ai pas sur mon support, mais il y a une expérience qui a été faite il y a quelques années avec 2 groupes de sportifs de haut niveau. Où chaque groupe devait faire un entraînement intense, physique, hein, j'entends, pour permettre d'augmenter la masse musculaire. C'était l'objectif de l'entraînement. Bon, sauf qu'il y a un groupe qui le faisait pour de vrai, l'entraînement physique, et l'autre groupe, sur la même durée, faisait la même chose, mais là. Il ne bougeait pas, et il faisait l'entraînement dans sa tête. Et puis, à la fin de l'expérience, après je ne sais plus combien de semaines, la masse musculaire était mesurée. Et ce qui était tout à fait intéressant, c'est qu'il y avait exactement la même progression dans les groupes qui a fait cet entraînement en imagination et dans le groupe qui a fait cet entraînement pour de vrai. Ce qui montre bien à quel point notre cerveau va aller mobiliser exactement la même chose en imagination et en réalité. Ça, en général, notre cerveau, il a du mal avec ça. Notre cerveau, il bug un peu là-dessus. Ouais, d'accord, mais enfin, quand même. Alors, créer des connexions neuronales, c'est une chose. Enfin, de là, créer de la masse musculaire, bah ouais. Bah si. Si, il le fait. Tu vas faire des abdos dans la tête. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, Amandine, moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, bah tiens, mais je pourrais courir. Et en fait, rien que d'imaginer courir, ça me fatigue déjà. Et je me suis dit, mais ça me fait autant chier de l'imaginer que de le faire en vrai. Donc, c'est ce que je suis. Ah ouais, mais sur la même durée, de me dire, là, je cours. Ah non, ça me saoule pareil. Donc, non, même pas. Moi, ça, enfin voilà. C'est le premier truc que je me suis dit, yes! Et en fait, j'ai même pas le courage de le faire en imagination. Donc, tu verras si tu fais tes abdos. Mais si tu le fais vraiment, ce qui est certain, c'est qu'imaginer faire, moi, je sais pas, du gainage, mais je suis rien que d'imaginer, ça me fait. Je tiendrai pas plus la minute que maintenant, que pour de vrai. Mais n'empêche que ça marcherait, ouais. Pour autant, ça ne veut pas dire que si j'imagine que on le fait hein, d'ailleurs dans l'entraînement de sportifs, des gens, je crois que dans le groupe Hypno-France, c'est Thierry Loisel, je crois qu'il fait ça, qui fait des entraînements du coaching de sportifs de haut niveau. Je crois que je joue. Mental, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, je crois hein, que c'est lui qui fait ça. Mais on sait bien que pour ça, il faut que la personne elle ait le geste.
Ben oui. qu'elle le connaisse malgré Mmh. tout. Alors, elle peut le prendre de quelqu'un d'autre, mais il faut avoir quand même la connaissance technique Mmh. de comment je fais, en fait. Si moi, je me figure faire du saut à la perche, bah, je vais avoir un peu de mal à l'imaginer pour de vrai, mais effectivement, je pense que il faut quand même pouvoir imaginer de façon assez poussée, quoi. Hein. Mais du coup, c'est là que je me dis, cette question de la philosophie derrière et des croyances, oui, et en même temps, je dirais que de toute façon, à partir du moment où l'imaginaire a ce pouvoir de transformation, bah, on a presque besoin de rien de plus. C'est-à-dire que du coup, moi, je fais toujours l'économie, c'est même pas l'économie, mais je n'explique pas à mes clients le comment ça marche.